Non. Dire genre c'est une map qui a telle clé et telle clé, c'est un type extrinsèque. Non. Créer un semi-intrinsèque, je déclare mes types, mais la déclaration de données n'est pas liée à la déclaration de type, la déclaration de type n'est pas liée à la déclaration de données, ce sont deux choses différentes que je peux créer un lien. D'accord. Mais du coup, je peux créer plusieurs liens. Je peux dire la même donnée, j'ai la type comme ça, j'ai la type aussi comme ceci, j'ai la type aussi comme cela. L'exemple, qui ici a déjà fait des schémas de XML ou de RelaxNG ou de DTD, enfin, quoi. Ça dépend de votre âge. Et en fait, quand vous faites un schéma XML, votre XML ne connaît pas son schéma. Il peut connaître au pire une déclaration du schéma ou quelque chose comme ça. Mais le XML lui-même ignore son schéma. Et on pourrait faire un même XML qui obéit 3, 4, 5 schémas différents. Rien n'aurait empêché. Ça, c'est un système de typage extrinsèque. Est-ce que tu peux le rapprocher du duck-typing? En gros, si ça fait... c'est l'idée. Si ça fait quoi que... C'est ça. C'est comme le duck-typing. C'est-à-dire, j'apporte un système de type qui est à côté. Le langage lui-même ne le connaît pas. Okay, c'est pas pour autant qu'il n'a pas une valeur. Je peux valider des choses avec, je peux avoir toute une utilité dans le système de type, tout en allant dans l'extérieur, en les greffant, et pouvant les dégreffer et greffer un autre à la place. Clojure est un langage qui a plusieurs systèmes de type extrinsèque. Il n'a pas de type intrinsèque. On n'a pas de système de type intrinsèque, digne de son nom. Parce que oui, on peut demander si quelque chose est une sec, et on peut demander si c'est un intégreur. Et voilà. Mais Clojure n'a pas vraiment de système de type intrinsèque digne de son nom, et c'est pas le but. Mais c'est un langage qui possède plusieurs types de systèmes extrinsèques, un système de type extrinsèque. La plupart faits par la communauté, et Spec est le premier qui est fait par la même Clojure lui-même. Et c'est ça, Spec. On va revenir Spec vers la fin. L'idée là était de donner une petite intro de ce qu'est Spec. Si vous touchez à cette idée de validation de... En Clojure, la donnée, c'est le code c'est la donnée. C'est vraiment l'unicité qui le veut, c'est McCarthy qui l'a choisi comme tel. C'est l'idée de Lisp lui-même. Ceci dit, la donnée, elle n'a pas vocation, obligation d'être directement le code à tout le temps. Le code est toujours de la donnée, mais la donnée n'est pas toujours du code. La donnée peut être que de la donnée. Ça fait partie de la philosophie de Clojure elle-même. Et de cette relation qui est ambivalente, de cette relation qui a double sens, mais aussi à sens unique, on peut accepter qu'on puisse créer une donnée qui est très bête, qui est typable, qui est contrôlable, qui n'est pas Turing complète, en Clojure. Ce n'est pas impossible. Et on a eu des tentatives avec EDN, des choses comme ça, pour faire ça. Et EDN, tout le monde connaît? Ouais. Et Spec s'applique aussi à EDN. Donc on peut aussi faire du typage fort de données brutes. On peut jouer avec. Et des validations fortes de données brutes. On peut jouer avec. Et ça arrive là. On va revenir sur Spec après. On va commencer à parler de property-based test. Qui s'y fait le test? Avec tous les jours. Tout type de test. Ben ouais, tout type de test. Quand vous codez, est-ce qu'ici fait des tests unitaires, fait des tests d'intégration, fait des tests comme ça? Ok. Donc il y a des gens ici qui ne font pas de tests qu'on développe, c'est ça? Il n'y a pas de critique. C'est juste qu'il y a beaucoup de la presse qui n'aura pas de sens pour vous. Bon, je m'excuse dès le départ. Parce que il y a des choses qui vont être, pour avoir vraiment l'intuition, pour avoir le déclic, pour avoir le aha, il faut avoir déjà vécu la dette technique de test. Il faut déjà avoir essayé de créer, d'utiliser tous les jours, et de s'énerver
avec un certain nombre de difficultés. Donc il y a des choses qui ne vous parleront pas. Disclaimer. Donc, c'est quoi le property-based testing? Allez, on s'avance. Ah, Oui. j'ai cru comprendre que on évitait, c'était par opposition à l'example-based testing, et qu'on avait tendance disons, à déclarer plutôt qu'avoir un ensemble de données de tests écrits à la main. On préférait écrire des propriétés auxquelles ces données de test obéissaient, et on générait des données de test à partir de ces propriétés. Et ensuite, on explorait l'espace des données de test jusqu'à trouver des erreurs. C'est le test qui génère des données explorant l'espace en testant des propriétés. En gros, le property-based test, c'est le property-based test. Mais c'est pas une propriété de vous. C'est le faire. Ah. Un invariant que tu as réussi à identifier sur ton algorithme que tu voudrais qu'il tienne dans toutes les situations, sur toutes les entrées qui sont valides. Ça part à tout le monde cette explication. Je la complète très, disons, c'est effectivement des propriétés, mais qui peuvent être un variant effectivement qui ne bouge pas dans le test, mais qui peuvent être vraies avant, et celles qui sont vraies aussi après. Ah, donc le pré et post de condition. On va parler beaucoup de propriétés, on va parler de prédicat, on va parler de invariant, on va parler de pré-condition, de post-condition, c'est ça? Ça parle de bon ça? Oui. Pour les besoins de ce talk, on va faire un dumb down de la chose complète. On va se dire qu'une propriété pour nous, ça va être quelque chose qui est toujours vrai. C'est différent de la tautologie, qui est quelque chose qui est toujours vrai. La propriété est toujours vraie dans un contexte, la tautologie est toujours vraie dans un cas de sous. Et l'idée entière, c'est qu'une propriété, un property-based testing, c'est comme une assurance, c'est un pari. L'assurance, le système d'assurance n'est qu'un système de pari. Vous pariez tous les mois que vous aurez un accident, un incendie ou un vol chez vous ce mois-ci. Et l'assureur parie tous les mois que vous n'aurez pas. Et l'assureur gagne. Et tout le monde est content. Et le property-based test, c'est exactement la même chose. Vous mettez vers le devant des choses dont vous êtes sûr sur le code. Et le framework essaie de vous fâcher, d'essayer de trouver des contre-exemples à vos sûretés. Et vu quelqu'un est arrivé là, du coup je me disais, est-ce qu'il veut venir ici? Non, peut-être. Non. Okay. Et essayez de vous attaquer sur vos sûretés. C'est le but entier. Du coup, on essaye de décrire au mieux ce qu'on est sûr. Il essaye du mieux qu'il peut de prouver qu'on a tort. Et il n'arrive pas. Et on est content. Jusqu'au jour où il y arrive, et on est content. Pour des raisons différentes. Donc, un property-based testing qui passe à vers ne veut pas dire tu as raison. Et c'est un point essentiel, c'est un point qui est dès que vous commencez à monter le code, il faut que vous tenez ça en tête. Property-based testing qui passe à vers ne veut pas dire tu as raison. Ta sûreté là, elle est vraie. Ce qui veut dire, tout ce qui veut dire le vers, c'est je n'ai pas réussi à t'ouvrir ton trésor aujourd'hui, mais je t'aurai un jour. C'est tout. Et en fait, ça peut sembler plus. C'est un retour que j'ai souvent dans cette phrase. Ça peut sembler être quelque chose de moins sûr que faire le test classique, faire le test où je donne des exemples. Parce que merde, dans le test qui se donne des exemples, après X jours, ça sera toujours vert. N'est-ce pas? Et ce que je voulais je veux aujourd'hui que vous divorciez, c'est de cette idée, de cette fausse sensation de sécurité de vos tests qui donnent des exemples. Parce qu'elle est complètement fausse. Elle est comme un extincteur à incendie rempli avec du talc.
le tank est inflammable. Donc, en fait, tu ne sais pas. Et le fait, tout test est comme ça. Ce n'est pas spécifique au property-based testing. Tout test, ce qu'il est en train de vous dire est je n'ai pas réussi à trouver de contre-exemple à ton assertion. C'est juste que le property-based test a une probabilité qu'un jour, il trouve. Et que le test classique avec des exemples n'a pas. Mais tous les deux, le verbe ne veut que dire ça. Ne veut pas dire tu as raison, veut dire je t'aurai un jour, je n'ai pas réussi aujourd'hui. Et dès qu'on arrive à avoir ce changement de mindset vis-à-vis d'un test que passe, on commence à comprendre que nos tests sont très cons aujourd'hui. Et qu'il faut faire quelque chose. C'est si on change de programme en fait. Mais même. Et du coup, il y a une question qui est tombée ici, et que je trouve essentielle, importantissime, et la question qu'on va commencer à papoter ça un peu dans la soirée plusieurs morceaux, c'est j'ai du mal à trouver des invariants dans ma vie. Je crois que c'est monsieur qui a posé, c'était toi, Pelle. Elle est très importante cette question. Parce que vous êtes complètement entouré d'invariants de domaine. Et tous ces invariants de domaine sont une propriété. Bon, là, on entre dans une vision beaucoup plus meetup domain-driven design que meetup closure. Mais je suis obligé de faire cette entorse. Parce qu'on parle de property-based testing quand même. Et qu'il y a le lien entre les deux très fort. Mais l'idée entière, sans vouloir passer un temps gigantesque là-dessus, mais elle reste essentielle, c'est qui ici a déjà essayé de faire du BDD. Ok. Qui ici a essayé déjà de en tirer des exemples concrets d'un utilisateur sur quelque chose qui demandait. Vous arrivez? Si vous essayez, c'est que vous vous rendez compte, c'est que l'utilisateur moyen, tu lui demandes, il te demande de fournir une bouteille qui est étanche. Et tu lui demandes un exemple concret. Quel est le degré d'étanchéité, de quelle bouteille il parle, quel est le format de la bouteille, des choses comme ça. Et lui, c'est qu'il te veut à tout prix te donner. C'est une règle générale. C'est quelque chose qui est abstraite, finalement, qui fonctionne dans un cadre global. En fait, ce que j'essaie de vous faire découvrir aujourd'hui, c'est qu'il faut que lundi, il faut commencer à faire des property-based testing de votre côté, pas tous. Et on va commencer par un petit exemple, l'exemple qu'ils ont toujours. Qui ici a déjà fait le kata de bowling? Un closure. Bon, pour info, on l'a fait il y a à peu près un an, enfin à l'automne, et Iram avait fait une version en DevCards. Avec le schéma Schema à l'époque. Du coup, j'aimerais bien le refaire avec Spec. Là, je n'ai pas complètement fait avec l'expression. J'ai pas un peu de... Bah, du coup, on peut organiser On peut le faire. l'atelier au prochain. Si vous commencez à tester un TDD, un peu le kata de bowling, qui ici voit qu'est-ce que c'est le kata de bowling? Qui ne voit pas qu'est-ce que c'est le kata de bowling ici? Du tout? Ok. Kata de bowling, l'idée entière, c'est que vous faites un programme qui doit calculer le score d'une partie de bowling. Ok? Qui ici n'a jamais joué au bowling? Ok. Le score d'une partie de bowling, est-ce que quelqu'un s'aventure à expliquer à ces deux messieurs? Alors, bah, comme j'ai bien le kata en tête, en fait, donc le bowling c'est en dimanche, d'accord? Et tu as un système de bonus. Donc, en fonction du nombre de quilles que tu vas abattre, typiquement si tu fais un strike et que tu abats Strike, tu fais tomber tous les quilles. toutes les quilles, ça donne un bonus à valoir sur le prochain tour. Donc en fait, pour tu ne connais pas exactement ton score à une manche précise, puisque tu peux avoir un bonus qui va être calculé à la manche d'après, ou sur les deux autres manches en fonction de... En gros, Donc c'est... Si c'est la dernière manche.
Oui, oui, Elle est sauf la spéciale. dernière manche, oui, sauf Elle est la dernière spéciale. manche. Non, elle est spéciale. Oui, elle est spéciale en plus, mais du coup, en fait, c'est pour Ce quelqu'un. qu'il n'a pas précisé, c'est que normalement, par défaut, sur chaque manche, on a 2 tirs. Sur 2 boules. En manche, si on dépasse, on a un droit à un troisième tir. Pour justement faire le bonus. Je ne voulais pas le noyer tout de suite. En fait, il y a La des règles. spécificité de la dernière manche. Il y a des règles qui sont assez simples au début, c'est le nombre de billes qui sont tirées. Il y a le système de bonus qui se rajoute, et il y a la dernière manche où on peut jouer 3 billes. Donc c'est des règles qui sont, on peut dire qu'ils vont en complexité croissante. Alors moi je trouve que c'est un super kata parce que du coup ça se rapproche beaucoup de l'informatique de gestion parce qu'il y a des règles. Ces règles sont relativement compliquées dans le sens où effectivement c'est pas à un instant T, on ne sait jamais exactement quel va être le score jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Et voilà. Il y a des règles qui sont relativement compliquées et je trouve que c'est un super exemple du TDD parce que faut les aborder de manière progressive parce que si on se fait prendre tout d'un seul coup, c'est là où on se fait submerger par la complexité. Pour donner un peu de contexte. Génial. Bah, d'ailleurs, vous pouvez trouver le kata si vous êtes désireux de le faire. Donc Jérémy, c'est sur ton code les règles. Ouais, j'ai mis les règles sur la limite, je vais reposter sur, Voilà. je vais reposter sur Tu vas le le jour Paris. reposter. C'est intéressant de. Alors, ouais, juste pour ceux qui sont arrivés un peu en cours, donc Roméo termine sa préparation. Alors, puis il y a le site closure.paris qui est up depuis quelques semaines. Là. Je vous invite à vous rendre. Et il y a aussi le compte Twitter @closureparis. On va faire animer la communauté là-dessus. Donc je posterai justement le repo avec le kata. Iram a fait le kata mais avec DevCard, donc avec une interface graphique. Et C'était très sympa d'ailleurs. voilà. Et il y avait le kata du jeu 7 qu'on a fait la dernière fois, avec certains cibles. Et on va peut-être reprendre tout à l'heure. Voilà. Donc on va poster tous les liens, comme ça voilà. En tout cas, vous pouvez vous abonner au compte Twitter, vous pouvez aller voir le site, le blog. On essaye d'animer la communauté à travers ces deux canaux. Et GitHub aussi. Tu t'adresses à lui. Si vous avez des problèmes de design, Corentin est notre designer et pour talentueux. ceux, voilà, il y a justement le logo que l'ami Corentin a fait, vous pouvez prendre les stickers. Guillaume, tu veux peut-être dire le pourquoi du logo, Alors le pourquoi, en fait, je voulais un lambda qui soit soft, parce qu'on fait du software, et parfois c'est pas évident, parce que on a tendance souvent à rencontrer du code qui est plutôt muable, qu'on ne peut pas bouger. Donc l'aspect soft, le lambda, je ne vais pas vous expliquer. L'hexagone pour 2 raisons, parce que Jérémy m'a ouvert les yeux sur l'architecture hexagonale, qu'il a redécouvert par lui-même Valentin. Et l'hexagone, c'est aussi la France et Paris, qui peut aussi s'inscrire dans l'hexagone. Ça fait tout fait aussi. Voilà. Donc du coup, je pense que c'est pas de raison. donc voilà. Voilà, Donc c'était le brief pour Corentin. Merci. Désolé pour Internet. Et donc, si on voulait tester le kata de bowling, on commencerait de manière beaucoup plus douce et avec des tests beaucoup plus simples que celui-ci. On testerait le cas nominal où je n'ai eu. Voilà, on va poser les yeux. On testerait le cas nominal où je n'ai fait aucun point. Et mon score retournerait 0 de base. Après, je testerai le cas où je te fais tomber une quille. Après, je testerai des cas nominaux un peu plus classiques. Après, j'essaierai de tester des cas où j'ai un spare. Spare, c'est-à-dire que j'ai fait tomber 10 quilles au total de ma manche avec 2 boules. Et après, j'essaierai de tester le cas où j'ai un strike. Et j'essaierai par exemple le jeu parfait ou des choses comme ça. Ce serait le grand classique de comment je fais mes tests pour tester le kata de bowling. Jusqu'à là, vous me suivez? Oui. Ok. Et réfractoirement après, on finirait
peut-être avec un test qui sont plus ou moins celui-ci. Ça vous parle? Donc je viens d'exécuter, de montrer que mes tests passent. J'ai une implémentation, je ne suis pas en train de montrer. Et je teste que ma fonction bowling, quand j'ai ça, elle tourne 26. Quand j'ai dit Ce que tu passes, c'est le nombre de quilles qui sont tombés à chaque manche. à chaque coup. manche, voilà. Un tableau de. Là, je fais un strike, et après je fais un 5, et après je fais un 3. Ça fait que ma deuxième manche, elle a 8 points, et la première manche, elle a 18 points. Ça fait au total, j'ai 26 points. Et là, j'ai fait mon cas où. The perfect game. Le perfect game. Alors, vous vous rappelez les règles, hein, c'est qu'on a un bonus, justement, on double. Donc, mon perfect game, c'est j'ai fait que de 10, j'ai fait que des strikes. Et c'est qui fait qu'à la fin, j'ai 300 points. Et ici, j'ai fait un expert, c'est-à-dire j'ai fait 5 et 5 dans la première manche. La deuxième manche, j'ai fait un 3 et un 0. C'est-à-dire que la deuxième manche, son score c'est 3. Et la première manche, son score c'est 13. C'est au total, ça fait 16. Et ici, j'ai un chaîne d'experts. C'est-à-dire, c'est mon expert favori d'ailleurs, celui-là. C'est, j'ai fait 0 et 10. Ce n'est pas un strike, c'est un expert. Parce que j'utilise les deux boules. Et ça doit me faire 100 points. Et si on a le cas domino, c'est-à-dire j'ai fait aucun point tout le long, le gutter game, et j'ai fait un point de partout, ça fait 20 points. Vous voyez? Après avoir fait un TDD, j'aurais pu, en théorie, finir avec le test comme ça, plus ou moins. Ça me couvre mes cas de fonctionnement de mon labo, n'est-ce pas? Quel est le problème avec ce test-là? Il y a plusieurs problèmes avec ce test-là. Quels sont les problèmes avec ce test-là? C'est pas très déclaratif. C'est-à-dire? Disons que l'expression des règles est assez informelle en fait. Elle est Ouais. assez c'est juste des commentaires. En fait. Donc, alors que ça pourrait être plus rigoureux, voire réutilisable. Ouais. En termes d'appel, je pourrais l'implémenter avec if. Ouais. Ça, c'est un premier problème. Mais ça, c'est un peu. Hein? Oui, c'est clair que là, dans l'article que tu m'as passé, là, le codeur of L, là, il est intéressant, effectivement. Il faut imaginer battre un développeur qui ferait du if ou ferait une implémentation basée sur les inputs. Et en fait, oui, peut-être on n'exerce pas tous les cas qu'on va. C'est un très faible pourcentage du champ des possibles. Et on se convainc que ce pourcentage-là est représentatif et que du coup, il doit être assez. Je pense aussi que tu te forces moins quand tu fais ça. Tu vas peut-être être dans une logique, si tu fait marre de dire je fais 5 tests et c'est bon, plutôt que de te dire je vais faire la démarche d'extraire les règles fondamentales de mon système. Et du coup, Si même si tu fais la démarche, tu vas voir que tu n'as pas beaucoup plus de règles que ça dans ton système. Mais, oui. Alors, moi, je Oui, dirais, mais c'est toi que- tu l'as bien fait en l'occurrence là. Alors, ce que je dirais, c'est qu'effectivement aussi, les 4 premiers tests, surtout les premiers, en fait, tu testes 3 valeurs. Si tu répètes un nombre de zéros, je ne sais pas si je passe 100, ce qui n'est pas possible dans le bowling, si je fais 100 tirs, est-ce que ça passe? En gros, est-ce que les cas un peu limites, Ben, ce test-là montre que oui. voilà, le repeat, là, c'est une busy séquence, On a fait dit. et ça passe. Aussi, il n'y a pas de test, c'est constant. Ah ouais, on teste pas les edge cases un peu bâtards, on n'est pas en train de valider. En fait, on n'a pas, et ce test-là le montre de manière un peu. Ce que je me suis rendu compte de piège, c'est que ce talk, je le fais en Java. Je peux vous montrer le code en Java pour voir. Et un closure. On bâche pas les autres langages. Ouais, c'est la règle, hein, c'est le. Si, pour comparer, non?
Ah, c'est une comparaison Ouais, objective et constatée. On peut constater. On a un code éthique Mais on ne bâche ici, pas. on ne bâche pas aucun algo. On ne bâche aucun. Et je le fais en Java. Et c'est un truc qui m'a beaucoup scotché là quand j'ai fait la communauté de Clojure. C'est qu'en Java, ça saute beaucoup aux yeux les défauts de l'approche. Tu sens très vite que ça va venir. Tu te tires une balle dans le pied. Tu sens, tu vois venir. La balle dans le pied, tu la vois. Vraiment tous. Et Mode Matrix. Et en Clojure, finalement, pas tant que ça. C'est le piège de Clojure en fait. T'es tellement expressif comme langage, tu peux tellement faire un truc funky avec. Que finalement, tu te sens pas tellement comme c'est si grave que ça les limites de cette approche en fait. C'est à la fois un avantage et un désavantage de Clojure de l'affaire. Enfin, en tout cas, les faiblesses sont là. Les faiblesses sont là. J'accepte un peu tout n'importe quoi, des chiens et n'importe quoi d'autre. Je ne vérifie, je ne suis pas en train de montrer dans mon code des notions de qu'est-ce que c'est une quille, qu'est-ce que c'est une manche, qu'est-ce que c'est, enfin tout ça n'est pas là. Il n'est pas vérifié, n'est pas utilisé, n'est pas, c'est implicite. Et quand on le fait en Java, c'est implicite très vite et très gênant. Très. Implicite, explicite. Ouais. Et on va voir comment on va changer ça. On va faire le bowling en PBT. On va faire une petite intro un peu plus douce de PBT avec l'exemple que je déteste le plus. J'ai hais cet exemple. Je tiens à vous dire. Faire pour vous, mais vraiment, Parce que t'es contraint, c'est ça? c'est ça. Alors, est-ce que vous arrivez à lire ce que je vais faire là? Parce que ça, c'est une première utilisation de test check. Ça, c'est un framework de test, de property-based test en Clojure. Et du coup, il y a peut-être des choses là qui vous. Déjà, est-ce que là, c'est peut-être visible pour vous? Est-ce que ça, c'est le. J'ai dû faire l'effort de créer pour vous ces tests-là, parce que je suis un utilisateur de Medium. Je n'utilise pas test check de base, en fait. Mais. Clojure test, comme test de base. Mais il se trouve que test check se marie parfaitement au call test. Il se marie pas parfaitement à Medium. Du coup, est-ce que là, pour tout le monde, c'est assez clair qu'est-ce qu'il fait ce test-là? Oui. Il y a des gens qui se sentent un peu fous. Non? Bon. Je les vois jamais beaucoup. Je suppose que pas pour tout le monde, par contre, c'est clair qu'est-ce qu'elle fait ici, c'est ça? Donc, l'idée entière, c'est que j'ai créé une propriété. Je dis pour tout x et y qui sont de type entier, même type, je suis en train de dire, pour tout x et y qui sont de type entier, ma fonction, ma somme de x et y, elle doit être égale au résultat qui est ma somme de y et x. Elle est commutative là-dessus. Okay. Et je viens de l'exécuter ici, et comme vous pouvez constater, ça passe. L'addition est commutative. Et si je viens ici, et je dis en fait, mon implémentation d'addition maintenant c'est la soustraction, vous sentez que quelque part ça ne va pas marcher, n'est-ce pas? Vous pouvez essayer. Et effectivement, bon, c'est le message d'erreur qui n'est peut-être pas le truc le plus visible au premier abord. Mais effectivement, il dit qu'il y a certains derniers trucs qui n'est pas eu. Et que le résultat est faux. Il m'a donné quel est son seed, je m'en fous. Il me dit quel est le failing size. Il a trouvé un des exemples, ça fail. C'est ça l'exemple. C'est ça l'information qui m'intéresse le plus ici. Ok? Et il a shrunk. Et de quoi c'est quoi le shrinking? On va voir dans 2 secondes. Il a shrunk à la même chose. Parce qu'il avait déjà trouvé au départ quelque chose d'assez simple.
Alors, c'est quoi qu'est-ce que ce pavé de texte veut me dire là? Il veut dire GTU, je trouve un contre-exemple. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est pas le test. Je l'ai dit, je suis sûr que ma fonction myAdd, peu importe quel est le x, y que je passe, si je passe x, y ou y, x, le résultat est le même. Sauf que j'ai implémenté myAdd avec soustraction. Et lui, il a dit, je t'ai eu. J'ai réussi à trouver une valeur de x ou de y dans lequel, si je fais un et l'autre, ou je les inverse, j'ai des résultats différents. Ok? Et il se trouve qu'il a trouvé 1 et 0. Il a trouvé ça déjà assez simple. Mais comment il fait de tests avec des générateurs aléatoires, il se peut qu'il me trouve un contre-exemple qui soit un truc ultra alambiqué, avec de gros chiffres de mort que tu. N'est-ce pas? Et si c'est le cas, il va essayer de se dire, peut-être qu'avec des chiffres plus simples, j'ai le même résultat. Du coup, il réexécute en essayant de simplifier ces chiffres pour trouver un cas plus simple de contre-exemple. Une fois qu'il a trouvé un contre-exemple, il va essayer de simplifier son contre-exemple. Sa tentative au moins. Et c'est ça qu'on appelle le shrinking. Ça dépend du générateur. Comment Ouais. ça se simplifie. Ça dépend de l'intérieur. Pourquoi il commence par le plus dur alors? Prends le truc aléatoire. Donc, au départ, c'est complètement aléatoire, ensuite il dit qu'on simplifie. Alors, physiologie, essaye de voir, vis-à-vis de ce que j'ai eu là, est-ce que je peux modifier les choses? Par exemple, par dichotomie. Un cas que j'ai déjà fait en prod de test d'intégration avec le property-based testing, c'était de tester une API REST que j'avais, en alimentant des parallèlements, tout n'importe quoi. Ok? Et je me disais que si j'ai donné des trucs aléatoires, elle doit me retourner au moins un message propre d'erreur. Faut dire, je n'ai pas compris. Oui. Et il se trouve qu'elle se pétait la gueule. Et il se trouve que mon framework de test avec le property-based testing et avec le shrinking me passait une chaîne gigantesque avec caractères coréens, japonais, chinois, etc. à l'intérieur. Et quand j'ai regardé la chaîne, je me disais, problème d'encodage caractère. Et non. Quand il a fait le shrinking, je me suis retrouvé avec 3 caractères. Et dans ces 3 caractères, j'avais pas de problème d'encodage. À ton avis, c'était quoi? Non. Un caractère non imprimable. Hein? Hein? Passage zéro. Et donc, le fait, sans le shrinking, j'aurais vu le truc énorme et j'aurais parti, moi, dans une investigation de, ok, il y a quoi comme problème de shardcode encoding, etc., etc. Avec la toute petite chaîne, ça diminuait beaucoup ma surface de debugging. Et c'est ça qu'il essaye. Qu'est-ce que ça veut dire plus simple en fait? Quand tu dis simplifier, j'imagine pour une collection c'est plus petit, etc. C'est ça. Par exemple, pour 2 entiers, ça veut dire quoi plus simple? Pour 2 entiers, il va essayer de trouver des entiers plus petits, au plus normalisés, plus proches de 0, plus proches. S'il va trouver, s'il me trouve, maintenant s'il me trouve 4000 et 0, il voit que ça ne marche pas. 4000 et 5000 ne marche pas. Il va se donner et 4000 et 0. Et ça marche, ou 5000 et 0, tu vois. Il va essayer de voir des choses comme ça pour me trouver un cas qui a peu d'informations. En fait, l'idée de la simplification de shrinking, c'est réduire la surface d'information qu'il te donne. Et ça se corrèle bien avec la notion de simplicité pour un être humain. On essaye. Ben, de toute façon, c'est créé avec ces algorithmes de shrinking créés par nous. Et on peut créer notre propre algorithme de shrinking. Du coup, on essaie de trouver le. C'est ton générateur, comme dit le monsieur, c'est ton générateur qui a sa capacité de shrinking ou pas. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer notre propre générateur, et on peut créer un générateur qui n'a pas de shrinking. C'est la vie. Ok? Il se trouve que le générateur de test check pour entier a le shrinking. Tant mieux. Right? Et donc, ce qu'on a là, c'est la base de property-based testing en Clojure. J'ai créé un test dans lequel j'ai établi une propriété et teste un prédicat. Donc elle me donne
c'est mes variables logiques que j'utilise dans mon prédicat pour tester quelque chose. Ok? Je simplifie, parce qu'on pourrait passer beaucoup de temps à parler de tous les détails de test check dans tous les sens. Et on fait du 2-3. Mais le but n'est pas non plus de donner un tutoriel complet de test check dans tous ces trucs. On n'a pas parlé d'assumption ou des choses comme ça encore, même, on va rentrer dans certains détails. Mais on a des scalacteurs. Donc ça reste assez gérable. Pourquoi je déteste, je ne ça au départ, pourquoi je déteste ces exemples? J'ai cet exemple. Parce que cet exemple est A trivial, B complètement axé sur une propriété que mathématique, et C, en général, quasiment tous les tutoriels qu'on croise sur le property based testing, ils vont se tenir des exemples comme ça. Et c'est une honte. C'est une honte parce que le property based testing a une richesse énorme que j'ai commencé à toucher au départ, de tester vos overhead domaines. Et du coup, si vous n'êtes pas, quand vous regardez ça, vous n'êtes pas réfléchi directement. Quelle est ma règle métier que je peux utiliser et encoder là? Mais pourtant, elle existe. Et on peut en fond de soirée là, nous arrêter au moins une petite vingtaine de minutes pour faire le tour de nos domaines métiers et essayer de faire la pêche aux propriétés de nos domaines métiers. Vous allez voir que tout le monde sortira d'ici avec au moins une règle de métier qui peut faire un peu de testing. D'accord? Je vous garantis, tous. Si vous travaillez avec un vrai domaine de métier, vous avez un vrai domaine. Je n'ai jamais croisé un qui n'a pas. C'est une des choses les plus absurdes que j'ai vues. Mais, ok. Disons, on s'inquiète quand même. On va essayer de faire un test d'un cas nominal de bowling. Tu te souviens de bowling? Ça commence à remonter le bowling? Ok, il y a peut-être plusieurs lignes là. On va prendre le temps de lire ce truc parce que je ne pars pas du principe que tout le monde lit de closure comme ça d'immédiat. Est-ce que tout le monde a déjà réussi à comprendre les lignes pendant le temps que j'ai disais ça ou on les explique? L'idée entière là, c'est que je prends un entier, que j'appelle un roll, et je prends le score de je jette ce roll, c'est tout. C'est-à-dire que c'est juste lui, pas D avec des zéros après. Hein. Je jette le score de juste ce roll-là. Et ce score, il va être entre 0 et 300. Le score que j'ai calculé ici. Et le score va être égal au roll lui-même. Ok? Bon, une partie de bowling, le score est toujours entre 0 et 300. 300, c'est la partie parfaite. 0, c'est la partie où on n'a pas touché une seule kill. Ok? Donc cette règle métier-là, elle existe dans le bowling. C'est une vraie règle métier de bowling. Il n'est pas valide d'avoir un score qui est en dehors de cette plage. Ok? Et là, je suis en train de dire, si je n'ai qu'une fois que j'ai touché mes quilles, mon score total va être exactement le nombre de quilles que j'ai réussi à faire là. À votre avis, ce test va pas marcher ou pas? Non. C'est évident que non. Pourquoi? Voilà. C'est ça. Le rythme ne fera pas entre 0 et 300 tout le temps, c'est impossible. Et d'ailleurs, il me le dit bien. Je te trouve un petit exemple. Moins 1. Ça marche pas. Bon, flûte. Flûte. Du coup, j'ai fait un autre générateur, c'est lui qui prend tous les éléments d'une collection et qui prend aléatoirement l'élément de cette collection. Et ma collection, c'est le range de 0 à 11. Donc, range en closure, c'est non inclus le 11. Donc, c'est de tous les nombres de 0 à 10. D'accord? Et du coup, j'ai dit, j'ai mon range là. On arrive à lire en bas ou pas?
Oui, dans la bande jaune. La bande jaune. Ok. J'ai mon range là. Et je vais prendre aléatoirement un élément de cette range là. Ok. C'est ça que fait ce générateur là. Et ça va être un roll. Ok. Et je fais un score à partir de ça et il doit obéir ça. À votre avis, ça va marcher? Ça m'étonnerait que non, d'ailleurs. Mais c'est pas assez. On sent que quelque part, on se fait autoculer. Il est en train de toujours dire que ma somme est commutative est un souci parce que j'ai mis mon négatif ici. Je fais une bêtise. Ouais, je fais une grosse bêtise. Grosse bêtise. Voilà. Voilà. Là, il me dit, non, ça va, j'ai exécuté deux petits tests. J'ai essayé 100 fois. Je n'ai pas trouvé de contrefaisant. Et on peut faire plus de fois, en fait. Hein. Je peux dire, essaye-moi 10 000 fois. Ça fait 100 000 fois aussi. Essaye-moi 10 000 fois. Et là, il essaie 10 000 fois, il n'a pas trouvé de contrefaisant. Voilà, c'est... Voilà. Mais pourquoi il essaie de faire aléatoire dans ce cas alors qu'il a testé J'entends. Parce que là, on est dans le générateur. On n'est pas dans une théorie. On peut utiliser une théorie. Et une théorie, elle essaie de prendre toute la permutation de valeurs possibles. Un générateur, il essaie bêtement de prendre un nombre aléatoire, un nombre X de prises aléatoires à l'intérieur de l'ensemble. Okay. Et pourquoi on fait ça? C'est une question très importante. Pourquoi on ne fait pas qu'une théorie? Parce qu'il y aurait... J'imagine que dans certains cas, ce serait pas possible parce qu'il y aurait peut-être possibilité, mais dans un cas. Il y a un exemple que j'adore. C'est un autre jeu, et on va voir la limite de ça vers la forme d'après. Il y a un moment où j'ai commencé à utiliser les specs, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui sont finalement très petites. Il y a un moment où on va le mettre ensemble, c'est la gigantesque. Parce que c'est le pouvoir du compounding, c'est assez magique. Il y a des choses qui sont petit, mais plein de choses petites en multiplication cartésienne, à un moment, deviennent très grandes. Il y a un exemple que je donne qui est direct, qui est très intéressant pour le probability-based test, parce qu'il faut prendre beaucoup de graphes à qui que tu arrives un jour à les écouter ton probability-based test avec. C'est un jeu de quattro. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Le quattro, il est un peu comme un morpion, entre guillemets. Je suis assez médisant en disant ça. Enfin, non, un peu comme le cap de même type. Vous voyez l'idée là? Tic-tac-toe? Non, pas le tic-tac-toe. C'est un truc où vous devez mettre 4 trucs de même couleur de suite. C'est un peu comme en puissance 4. Sauf que chaque pièce, elle a 4 propriétés. Le quattro. C'est-à-dire que la pièce, elle est soit de couleur A ou B. 4 propriétés, c'est A ou B. Soit une couleur, soit blanche, soit noire. Elle est soit concave, soit convexe. Elle est soit carrée, soit ronde. Elle a 4 propriétés et il y a la permutation entière de tout ça. Et on peut faire une série avec n'importe quelle de ces propriétés. Et en fait, le quattro, c'est un tout petit plateau, un tout petit plateau, mais la combinatoire de tous les jeux qu'on peut avoir dans le quattro, elle est énorme. Elle est juste quelque chose, si on fait une théorie, ben, l'ordinateur il va rêver beaucoup. Longtemps. C'est comme mon algorithme favori. Vous savez qu'il y a un algorithme de tri qui a un temps constant. On oublie souvent. La complexité constante, O de 1. Vous ignorez ça. C'est le Slipsort. Je vous invite à le regarder. C'est trop magnifique, le Slipsort. C'est pas où tu l'attends. C'est que tu prends tes entiers et
tu vas pas dire c'est linéaire parce que tu fais une boucle. Mais non, c'est constant. Un constant très élevé. tu, Tu printes le temps de... tu prends chaque entier et tu slips de ça. Tu fais un slip de ça. Et à la fin du slip, il s'insère dans une autre collection. Et du coup, ça fait que par la définition des choses, tu finiras avec une collection qui est triée. Mais il suffit d'avoir un int max dedans et tu vas attendre longtemps. Donc, là, on a une propriété qui marche. C'est vrai, elle marche. Mais elle n'est pas suffisante pour le bowling, pour le cas nominal. On essaie de faire nos cas nominal là. On ne sait même pas attendre l'expert dans l'extrait. Voilà. Et je suis en train de leur dire que ben, je veux plus. Je peux pouvoir dire je veux plusieurs éléments. Un vecteur entier d'éléments par exemple. Je prends un row, je veux des rows. N'est-ce pas? Et pour ça, je vais tricher, je vais dire plutôt que de 0 à 11, je veux de 0 à 4. Vous savez pourquoi? Ouais. Ok. D'ailleurs, j'aurais pu dire de 0 à 5, n'est-ce pas? Pour éviter l'expert. Et ça veut dire que je ne suis pas en train de tout tester. C'est nouveau. On va revenir. Mais bon, on va faire cette entorse pour le moment là. On va revenir sur elle. Déjà, si je prends tout le monde aléatoirement entre les gens entre 0 et 4, donc dans le range 0 et 100, et que je vais faire un vecteur de ces gens-là, donc je suis en train de faire une composition de générateurs. Avec des checks ici. Okay. Je prends mes éléments dans le range, donc ce range-là, on le voit en bas. Okay. Quels éléments à l'intérieur? Et je fais un vecteur que je génère aléatoire avec ça. Et je me dis, je passe ça à bowling, et je dois avoir un score entre 0 et 300. Et le score va être, en gros, la somme de tous mes rôles. Ouais. Oui, Est-ce que c'est ça- pas juste. Est-ce que ça va marcher? Non, ça va pas marcher. On va limiter le nombre de vecteurs, mais on n'a pas limité. Ouais, on n'a pas limité la taille du vecteur. On va essayer quand même. Vous me devancez. Et il me dit... Ah oui, ça va. C'est pour ça que ça va laisser... Merci. J'ai paniqué pendant 2 secondes. Là. What? Comment ça? Voilà, non, ça c'est mieux. Et attention, le shrinking là en place. Vous voyez, il trouve ça comme contre-exemple. Et ça aurait été imbitable. Il faut faire le debugging, tout ça, etc. Mais il a réussi à trouver, avec le shrunk, un autre exemple plus simple. Vous voyez l'idée de simplicité là? Qui lui aussi ne marche pas. C'est chiant. Hein? Ah, c'est magnifique. Hein? Ça m'impressionne qu'il arrive à faire un truc comme ça. Et du coup, là, c'est qu'elle te montrer, hein, de con, dès que ça dépasse certaine taille, il y a un souci. Vous voyez? Il nous montre petit à petit que nos sûretés sont fausses. Qu'il manque quelque chose. Et du coup, je peux partir à une autre implémentation du cas nominal où je dis ben, le vecteur il va entre 0 et 20 rôles dedans, avec des éléments qui vont de 0 à 4. Soyons fous, ça. Et je vais calculer les scores de ces rôles-là. Et ces scores, ça sera entre 0 et 300. Et ça sera la somme de tous ces rôles. Tu passes une lazy séquence. C'est toujours les séquences. D'où ils sont quand après? Hein? Et après, il va prendre. C'est une fonction de projet. Après, ce qu'il fait, c'est qu'il te prend une collection et il te passe les éléments de la collection comme argument d'une fonction. Donc, c'est la fonction, elle prenait un nombre variatique d'arguments. Mais maintenant, plutôt que passer une collection en argument à ma fonction, je passe tous les éléments de la fonction.
Et du coup, la fonction somme, elle prend des arguments variadiques. Et j'ai dit, bah, passe-moi tous les rôles de ma fonction somme. Parce que je suis feignant. Meilleur Reduce. Ouais, au début, ça aurait été mieux, etc. Ah, ouais, je sais plus. Mais je suis feignant. Il y a une lettre de plus dans Reduce. Hein? Il y a une lettre de plus dans Reduce. Oui. Il y en a de plus dans les douze. Et donc, Pas testé que c'était associatif l'addition. j'ai pas compris ce que c'est dit. On n'a pas testé que c'était associatif l'addition. Ouais, on n'a pas testé, on pourrait. On va faire le test commutatif. Et donc, là ça passe. C'est cool, hein? Je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Il y a de graves problèmes quand même. Plusieurs. Horribles. Majeurs. Déjà, ça montre quand même une certaine puissance. Je veux dire. Parce que le shrinking, il est cool. Je veux dire. Pas mal. Et là, j'ai un test que, oui, il prend un certain temps pour le comprendre, plus que les autres que j'avais avant. C'est un fait. Ok? Je veux dire, si je ne vous avais pas expliqué pas tout ce qu'il fait, vous aurez pris plus de temps à le comprendre vite, vous aurez pris pour comprendre celui-ci. D'accord? Ouais, tu peux nommer ton générateur. Oui, je peux nommer mon générateur, je dois nommer mon générateur. Là, c'est un cas vraiment exagéré, mais parce que je voulais vous montrer les entrailles du truc. On cherche les améliorations, les plus d'améliorations. J'ai ça, mais il y a des modifications positives majeures qui viennent d'avoir lieu là. Une, là, j'explicite une règle métier. C'est plus abstrait, mais j'explicite une règle métier. Hein? J'ai fait comme mon utilisateur, qui veut me donner sa règle métier à lui. Je suis en train de dire, dans mon cas nominal, le score, c'est la somme. Ça a l'air bête, hein? Ça a l'air super bête, mais c'est une modification majeure. J'ai quitté cette vision du test où je suis en train de dire, je teste ces entrées, on s'est sorti. Entrée, sortie, entrée, sortie, entrée, sortie. Et je suis en train de dire, ces entrées qui sont cette gueule-là vont obéir tel comportement. Morphologie, comportement, morphologie, comportement, morphologie, comportement. Vous voyez la différence? Et elle est énorme. Elle est énorme. Elle apporte un pouvoir gigantesque. Un pouvoir qui est dangereux. Un pouvoir qui est con. Mais un pouvoir qui est magnifique. Et ce pouvoir-là, j'aimerais que vous utilisiez dans vos code de tous les jours. Là où il y a un problème grave, c'est pas un problème du property-based test, c'est un problème de mon implémentation, mais c'est exprès, et que le property-based test est en train de nous montrer, c'est que mon implémentation est pour avant. On n'a pas regardé l'implémentation, mais on sait qu'elle est pour avant. Parce que j'ai besoin de mettre tous ces pavés-là dans mon générateur pour qu'il y ait un sens quelconque. Et si j'ai besoin de faire d'autres tests, j'ai besoin de récréer ce pavé-là. Après, je vais extraire un générateur spécifique, etc. Mais mon générateur est super capillotracté en fait. Et il ne couvre même pas tout. Parce que je n'arrive pas, je veux cliquer les nominaux, mais je veux éviter les spares, mais du coup, il y a tout que je évite trop de choses à côté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un smell phénoménal qui mon design était super mal fait au départ. Et que du coup, je dois faire des entorses majeures pour pouvoir trouver une solution. Ok? Ce que je veux dire, c'est que la notion de spare et de sprite ne s'en pas dans la façon dont on a fait. Qui était d'ailleurs une remarque de quelqu'un comme lui au début avec le premier test. Oui, ce que je veux dire, c'est ça. Et que finalement, ça peut paraître anodin au départ, mais ces termes métiers, ils ont une importance, mon spare, mon strike. Et le fait que je n'ai pas fait transparaître au départ montre finalement une envie de valeur objet, une envie de valeur type. Et même sans avoir fait ce concept-là,
Par exemple, si on fait un 8, c'est pas ni un square ni un strike, on est dans le terrain nominal. Il n'est pas Et couvert par le test. mais il n'est pas couvert par le test parce que Parce que je suis faiblesse là. Parce que je suis faiblesse de design là. Et le pire, c'est que tu me dis, ouais, mais quand même, on aurait pu les représenter autrement. On peut. Et là, on pourrait faire, bon, là, on pourrait. Je me disant, je vais vous montrer comment on le fait dans pas longtemps. Mais souvent, dans la vraie vie, quand vous retournez à faire des choses comme ça, vous ne pouvez pas s'en référer au code. Là, on peut, mais souvent, dans la vie, vous ne pouvez pas s'en référer au code. Et c'est référent de design. Et il faut qu'il y ait de volatile, il faut qu'il y ait de choses côté, il faut changer votre design pour qu'il puisse montrer un certain nombre de concepts que vous pouvez contrôler ces concepts eux-mêmes. Okay? Le primitivisme est votre ennemi. Et il y a un grand ennemi là, en compte. Même en closure. Question. On fait comment? Est-ce qu'on pourrait pas dire juste, je prends tous les cas, c'est-à-dire je change mon générateur pour qu'il mette de 0 à 10, mais j'exclus les cas où il n'y a pas de spare ou de strike. Je le dis explicitement, c'est ça que je veux faire. C'est ça qu'on va faire. Ouais. Vous savez qu'un ensemble, un set, un closure, est une fonction? Tout le monde est au courant de ça? On l'appelle, on prend un ensemble et qu'on appelle avec quelqu'un, il nous retourne si oui ou non la personne nous donne cette raison. En fait, il retourne soit l'élément lui-même, soit nil, mais qui a tout utilisé ça, et fait qu'un ensemble sert de prédicat. Et si on crée un ensemble qui contient toutes les valeurs qu'on considère valides, cet ensemble est un prédicat. Okay? Et à partir du moment qu'on a fait ça, j'aurais pu faire un element de mon ensemble de tous les cas valides. N'est-ce pas? Je peux. C'est quoi, ce serait quoi les éléments de cet ensemble? Par Ce serait exemple, des entrées? Par exemple, regardez la petite que je vois en bas. Ça, c'est tous les scores valides. On peut ça. C'est pas déconnant d'avoir créé mon ensemble avec tous les scores valides. Je veux dire, ça fait un set avec 300 trucs que l'on voit. C'est pas énorme. Et ça me fait une fonction. Donc j'aurais pu la créer de manière aussi bête en disant un prédicat qui me prend est-ce que ma valeur est entre 0 et 300. Ça va aussi vite. Mais j'ai pu créer ça, n'est-ce pas? Et Ouais, on est sûr que tous ces scores sont atteignables. Et on est sûr que tous les scores en dehors de ceux-là ne le sont pas. Ok? Mais on aurait été aussi avec une fonction. J'aurais pu réécrire ce truc-là. Et je vais le faire tout de suite devant vos yeux là. J'aurais pu le réécrire plutôt que avec ça, en faisant un delphin de score qui me fait ouais. Ça a marché ça aussi. Dans les deux cas, j'ai un prédicat qui me dit que mon score est valide ou pas. N'est-ce pas? Vous ne remarquez pas encore, mais on est déjà en train de faire du spec. En fait. C'est exactement au moment-là où on a commencé. Et c'est très nuancé pour le moment, on ne le voit pas encore. Mais on vient de commencer. Parce que Clojure Spec va utiliser tous vos prédicats existants aujourd'hui.
Il va vous donner un certain ensemble de fonctions à côté qu'on va regarder pour faire des choses marrantes. Mais toutes vos fonctions qui sont des prédicats peuvent d'ores et déjà être utilisées. Et vous pouvez créer des prédicats d'ores et déjà pour faire des choses que j'espère avec. Donc si vous savez créer des prédicats, vous êtes déjà à plus de la moitié de chemin faire pour faire des closure spec. Ok? Ça, c'est un premier truc à avoir en tête. Un deuxième truc à avoir en tête, c'est que si vous avez un ensemble et qu'il est petit, n'hésitez pas, à partir de maintenant, à l'utiliser plutôt que l'expression booléenne pour faire vos typages. Ok? C'est des angles petits. Si vous avez 300 trucs à l'intérieur, n'hésitez pas. Errez dans le sens de créer des ensembles. Pourquoi? Parce que mon expression booléenne, elle est une assumption, une précondition, ou une post-condition. Un générateur, qu'est-ce qu'il va faire avec elle? Il va essayer de générer une valeur aléatoire et voir si c'est le match ou pas. Si c'est le match, il considère qu'elle a fait son boulot, sinon il ne considère pas qu'elle a fait son boulot. D'accord? Un set, on peut faire, comme on vient de montrer là plutôt, un chain element. Il prend direct à l'intérieur une valeur déjà valide. Vous voyez la différence? Donc, les sets sont vos amis. Mangez-en, faites-en, mais ils ont une limite. Et on va voir cette limite très vite. C'est qu'à un moment, on n'arrive plus. À un moment, il ne faut pas. Ça, il faut utiliser jusqu'au moment où il ne faut plus. On va le voir ce moment-là. Ok? Mais là, franchement, si votre question est dois-je faire un prédicat comme ça ou un prédicat comme ça, ne vous posez pas. Faites le premier, faites pas le deuxième. D'accord? Si vraiment vous êtes à 300 ou 1000 éléments près, ne vous posez pas la question, votre gain d'avoir créé le set est largement supérieur au taux que vous aurez vu plus près de ne pas mettre 300 valeurs en mémoire. Ok? Et du coup, c'est exactement ce que je vais faire. Ça, c'est un prédicat. C'est un prédicat qui me dit quelle est une valeur valide pour mon score. Ok? Et on a commencé à, comme je dis, je répète, on a commencé à faire de closure spec là. C'est juste que ça n'a pas l'air. D'accord? Ça va venir. Et là, à vos yeux, je fais quoi du coup? Un seul. Et il y a des valeurs qui vont de 0 à 10. Et là va commencer le truc un peu funky. Vous connaissez bien un compréhension fort? Oui. Oui, non, peut-être? Oui. Donc, vous voyez qu'est-ce que je vais faire là? Je vais vous aider. Regardez en bas. Je fais des rôles qui font moins de 10 dans leur somme. 2 rôles ensemble. En fait, j'ai fait toute la liste. Et ça, c'est assez important. C'est un fort de base, un fort de closure. On n'est toujours pas en train d'utiliser des choses spécifiques à spec là. Et c'est ça que je trouvais énorme. Et d'ailleurs, finalement, j'étais très minimaliste dans l'utilisation des choses spécifiques à spec. Parce que spec, il crée et vous donne des outils pour faire exactement ce que je viens de faire là. Ils sont spécifiques à spec, mais il utilise ceux de closure qui sont là et qui marchent pour faire la même chose. Lui, j'ai pu mettre ici parce que c'est un set. Ok? Et je suis en train de dire, pour tout A de ce set-là, et pour tout B de ce set-là, tant que A plus B c'est plus petit que 10, je veux le vecteur K sur A et B.
C'est ça que je suis en train de dire. Et c'est qui va me pondre, du coup, on vient de voir plutôt là, ben, c'est 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, jusqu'à 0, 9, mais ne me fera pas 0, 10. Ainsi de suite, 1, 1, etc., etc. Il me donnera toute la liste de tout le monde que ne fait pas 10. C'est cool, c'est que, du coup, ça c'est un 7. Et ce 7 contient toutes l'éventail de possibilités de frame qui pourrait, à un moment ou à un autre, être nominal. Si un frame a un sperme ou un strike, il n'est pas à l'intérieur. Et si un frame n'est pas à l'intérieur, soit c'est un sperme, soit un strike, soit c'est un erreur. Ok? Là vous me dites, c'est quand même énorme. Pas tant que ça en fait. Ouais. C'est que dalle en fait. C'est que dalle. Et du coup, ça vaut largement le coup de le mettre dans un set et utiliser ça comme prédicat. En fait. Bien sûr, on est dans des trucs qui sont très petits. À un moment, on va arriver à la limite où on ne pourra pas. Où l'option de mettre tout dans un set ne sera pas possible. Il va falloir faire un vrai prédicat booléen, on va faire des tests. Hein. Mais dès qu'on peut, on le fait. Et quand on ne peut pas, on ne fait pas. C'est la liste comme ça, on s'habitue. Ok? Et là, j'ai fait tous les sphères. Bah, en fait, il n'y a que un. Le strike, il est assez décevant. Dans Superframe, on peut faire 10 sur le premier, donc du coup, il n'y a pas de deuxième rôle. Et c'est selon un strike. Ah oui, ça va. Il manque un truc pour éviter ça. C'est en fait. Il doit être là quelque part à l'intérieur. Il est 10 euros. Non, c'est un bon, c'est un bon. 0,10 c'est un sperme. Non. 10 euros, je ne veux pas à l'intérieur. Du coup, faut enlever, faut faire quelque chose comme ça. Et là, on a le strike. Ok? Et tout ça, bah, c'est des ensembles, mais c'est aussi des prédicats. Et tous ces prédicats, on peut commencer à utiliser. On pourrait déjà commencer à utiliser tout de suite, sans parler de spec. On pourrait l'utiliser aujourd'hui avec TestCheck, en disant bah, je vais générer tout ça, je vais à mon générateur là, pour aller venir ici, et dire plutôt que faire elements de ce range là, je fais elements de mon de usual frame en fait, ou de nominal frame, n'est-ce pas? Ouais, clairement. Clairement. Le typage est important de mon sens. Et après, je me suis amusé à créer cette vision de un strike frame, un spare frame et un nominal frame. Tout ça, c'est des frames que je peux avoir partout sauf aux dernières. Que je peux avoir aussi aux dernières d'ailleurs, mais c'est des frames que c'est des frames que je peux avoir dans les 9 premières frames, 9 premières manches. Et à la dernière manche, je peux aussi avoir des strikes qui vont avoir ce gueule-là. Tous ces strikes à la dernière manche, par définition, ils vont dans cette liste-là. Bon, je sais pas. Et tout est spare à la dernière manche. J'ai un A et un B que les deux ensemble vont faire 10. Et un C. Et un C autre. Et je vais avoir quelque chose comme. Et j'aurais pu éviter ici mon
bon, ils strike en disant que A est différent de 10 dans le moyenne. Complètement. Non, il est différent de 10 aussi. Et ça me fait tous mes espérer. Du coup, mon final frame est l'union de tout ça aussi, l'union de tous mes deux frames nominaux, parce qu'un frame nominal peut être final, et mes cas spécifiques de strike finaux et de mon spare finaux. Ok. Après, je crée un truc inutile qui est un frame tout court, la liste entière de frames tout court possible, mais celui-là, on ne va pas utiliser vraiment pour typer, n'est-ce pas? Mais tout ça, jusqu'à quand j'ai créé cette idée de frame usuel, c'est cette union-là, et de frame final, on ressent que je peux utiliser pour commencer à typer mes fonctions. En fait, mon type d'entrée pour ma fonction va utiliser ces prédicats-là de manière ou d'une autre. On n'a pas commencé à regarder le spécifique de spec, mais on a déjà cette intuition. Et mon score va me donner mon type de sortie. Je suis en train de créer un type extrinsique. Je suis en train de créer une série de prédicats pour valider un type. Vous avez l'idée? Et jusqu'à là, ça marche très bien. Vraiment, je vous conseille tous ces sets-là. Il y a un truc que j'ai noté là, very, very bad idea, c'est de se dire ça. Hein? Ouais. En fait, ne faites pas ça chez vous. Ok? Bah, il y a 9 usual frames et un final frame. Je veux dire, à l'intérieur du set, usual frame, c'est ça. Oh, il n'est pas énorme. Mais oui, ça se dit par exclu, de toute façon, avec le produit. En fait, ça explose. Ça explose un peu comme mon échiquier, vous voyez, ça explose. Ça explose bien. C'est là où on touche la limite de notre approche. Et cette approche avec des sets partout. Je vous conseille fermement de l'explorer dans ses limites. Tant que vous pouvez vous permettre, tant que c'est une centaine ou 300 de trucs, faites. N'hésitez pas, faites. Et dès qu'on commence à entrer dans une situation comme ça, arrêtez. Ok? Donc, typer ma fonction, elle va prendre ça. Ça, c'est la gueule de ma fonction. Je ne peux pas dire le contraire. Elle va prendre 9 frames qu'on pourrait typer comme visual et un frame qu'on pourrait typer comme final. C'est ça, ces arguments de ma fonction. Ok? Elle va prendre ça. Mais je ne peux pas mettre tout. C'est un type. C'est un type qui a dit tuple. En gros. Et ce type-là, je ne peux pas le définir en tant que set. C'est une grosse connerie. Il y a un lien avec. Tout à l'heure, il y avait une excellente question sur pourquoi est-ce qu'on ne peut pas couvrir tout dans les cas simples. En fait, là, les cas où on ne peut pas tout couvrir, c'est aussi les cas dans lesquels on ne peut pas tout écrire sous la forme de set. En fait. Ouais, c'est très complémentaire. C'est très complémentaire. Et du coup, dans ces cas-là, on entre, c'est la question que monsieur avait posée plus tôt. Pourquoi je prends des aléatoires à l'intérieur? À cause de ça. C'est parce qu'on va exploser à un moment ou à l'autre. Et du coup, on doit avoir une approche heuristique. On doit avoir une approche où j'ai un prédicat qui peut me valider que je suis dans cette situation-là et pas un tableau extensif de valeurs possibles. Et avec ce prédicat, je peux prendre de l'aléatoire à l'intérieur et vérifier que j'entre dans cet aléatoire-là. On quitte cette approche de théorie, enfin théorie dans le sens test, je vais faire la permutation complète, et on entre dans une approche, je suis aléatoire. Parce que ça. Est-ce que les générateurs aussi, ils savent aller regarder les cas aux limites On peut créer le générateur. Généralement, le cas 0, enfin, si je prends la division par 0, si je prends sur la range des entiers, en aléatoire, je peux
Rarement, en fait, tomber sur un cas 0 alors que je sais que c'est un cas au limite. La plupart des générateurs des frameworks de base de Property-Based Test le font. Et vont regarder le nul, vont regarder la chaîne vide, vont regarder le zéro, vont regarder max int, vont regarder les bornes. Et ils mettent ça dans le lot. C'est des usual suspects, tout ça. Et après, ils prennent la parole dans tout le reste. Vous voyez l'idée? On aurait pu faire une espèce de... J'ai laissé un commentaire là. On aurait pu faire un truc imbitable avec, si je voulais continuer mon approche full complètement avec du closure vanilla pour faire my spec. J'aurais pu commencer à faire des trucs... je dois avoir 10 frames, et le premier frame, il doit être usual, le deuxième, tout ça, et le dernier doit être final. Ça, c'est prédicat. Et si je le laisse tel quel, lui, il ne va pas prendre le temps énorme que l'autre pour compiler. Et la mémoire énorme de l'autre, etc., etc. Il ne va pas exploser. Oui. Ça va être juste un prédicat. Il va marcher très vite. Mais, il est assez imbitable. Cela, on va entrer dans les spécifiques spec. Alors, ça c'est ma implémentation naïve de... Ah oui, je voulais monter là-haut à mes imports. Vous voyez là, cette ligne là-haut? Require closure spec as S. Juste pour vous dire que j'ai importé spec, hein, c'est mieux d'autre. Donc, j'ai voulu créer cette fonction-là qui est spec bowling. C'est le même bowling que j'avais. C'est un copier-coller de ma bowling, sauf qu'elle va être chippée. D'accord? Vous allez voir l'énorme différence entre les deux. Bowling qui était appelé pour le test jusqu'à là, il est là. Faire reduce en flatten de 2 frames des rues. Ok? Et bowling spec et faire reduce de flatten de 2 frames de rues. C'est exactement copier-coller. Ok? C'est juste que lui, je veux le chipper. Je veux pouvoir le chipper. Ok? Et du coup, pour ça, il m'a fallu un truc comme ça pour dire son entrée, elle est comme ça, quoi. Son entrée là, à ces là. On peut définir avec spec des prédicats. Et on a un certain nombre de formes de collection, donc on a call off, map off et tuple. Call off, c'est pour dire, c'est une collection de trucs qui tous, si c'était que des user de frame, c'était uniquement des user de frame, j'aurais fait S call off user frame. Okay. Map off, c'est une map qui tous obéissent ce prédicat-là. Et là, tuple, c'est pour dire, en fait, j'ai un truc à des positions précises, va toujours avoir X cases, moi c'est toujours 10, dont le 9 premiers c'est des user frames et le dernier c'est le final frame. Vous voyez ce que je veux dire? Je viens d'écrire beaucoup plus de lignes de code pour faire ce typage que le programme lui-même en avait. Ok? Beaucoup plus. Et du coup, je ne suis même pas en train de dire chacun de vos programmes, il faut absolument que vous fassiez ça. Oui. Mais chacun de vos programmes, il faut vraiment que vous fassiez ça. Claire, énorme. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Vas-y. Je pense que tu n'as pas la possibilité de créer une call of user frame qui est bornée en taille. Oui. Donc, du coup, tu as moins de. Parce que là, tu es à l'extrême, mais je pense que ça. Tu as même des expressions régulières, non? Ouais, t'as des... je peux même faire un truc qui est...
je peux faire un S plus pour dire j'ai un truc qui a plusieurs fois user frame et qu'à la fin le frame. Je peux faire plein de petites choses comme ça. Ouais. Et on va le voir ensemble la liste. Je peux faire. C'était pas obligatoirement faire comme ça. J'ai voulu montrer un truc là qui très vite on regarde, on comprend lui. Ok. C'est à but didactique, c'est rien d'autre. Comme tu disais que tu écrivais plus de lignes de code. Mais même si je fais avec call-off limité, même si je fais une expression régulière, j'aurai plus de lignes de code dans ma... Juste à créer mes prédicats là, j'ai plus de lignes de code. Par contre, j'espère mieux. Et on est un closure, hein, les gens. Il y a tout que j'adore de closure. Vraiment, c'est ça, j'ai tout. C'est faire ceci. Vous allez me dire c'est horrible, c'est détestable. Ah Roméo, comment tu peux. Mais j'ai kiffé. C'est tout sa classe. Et... Ça a l'air con, moi, je sais. Voilà, j'adore. Et c'est l'air de rien. En fait, ça me donne envie. Chaque fois que je vois un truc comme ça, ça me donne envie de dire bah, attends, je vais mettre en sorte là. Je m'en fous de tout en fait. Ça sert à quoi? Bah, ça sert que j'ai bien documenté vachement mon domaine en fait, du bowling. Ça veut dire que là, j'ai une explication abstraite et logique. Et là, je vais traduire des exemples. L'espace juste doit comprendre. Je le garde. Et c'est une valeur de faire ça. C'est une valeur de faire ça. Sans parler, parce que je ne vous ai pas montré, pourtant c'est un truc que j'ai fait le plus. Quand on trouve, tu vois, vous voyez là, c'est une map. Ok? La def spec ici, le bowling nominal case là. C'est une fonction. Vous voyez là-bas? Voilà. Donc supposons qu'elle échoue. On va prendre une question qui échoue. On va prendre une question qui échoue. Allez, on va faire échoue. C'est trop bien pour ne pas faire. Il y a... C'est miscommutative. Hein. C'est miscommutative. Regardez en bas. Ouais, ouais. Il y a bien des choses. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'était mon sort qui a donné là. Voilà. Service commutative. Là, vous remarquez bien en bas, j'ai mon smallest qui est là. Ok? Ça fait que, en fait,
peux le récupérer direct, et je peux créer mon cas de test directement avec mon cas de fichier. En fait, je peux créer une fonction, tout ce qu'elle fait, c'est extraire les list et appeler ma fonction avec le list avec dedans. Et si je l'appelle en passant ma fonction de test en paramètre, et que j'ai une mail, mon test, il se transforme directement, ma exécution de test de PropertyBase se transforme directement dans mon cas de test qui échoue un test créé par la suite. Et c'est des choses qui me manquent beaucoup à Java, de pouvoir faire des conneries comme ça. Anyway. Retournons à Spec. Oui, on a passé plus de lignes à décrire le truc. Plus de lignes qu'on avait fait pour le résoudre au départ. Mais maintenant il est décrit, maintenant qu'on met le domaine. Maintenant le domaine de commenter. Vous voyez? Ces entrées se sortent. Et du coup, tes prédicats, tu les mets uniquement côté test ou tu les mets aussi Si j'arrive là. Et vous me dites, ok, mais c'est bien, je crée mon prédicat, j'ai créé ma fonction, mais je n'ai pas lié ma fonction à mon prédicat. Du tout, jamais. C'est ça à ça que c'est FDEF. Allier vos fonctions à vos prédicats. J'ai dit que le retour de FDEF doit être un score. Et j'ai dit que les arguments de mon FDEF, ça doit être un frame rate rule. Et ça, tu vas tendance à l'écrire en pratique plutôt. Enfin, je renouvelle la question, c'est plutôt côté test, plutôt côté. Ça, pour moi, c'est le côté de la définition même. Après, ça peut être dans un autre. Comme c'est le type extensect, elle n'est pas nécessairement dans le même module. Tu peux mettre dans ton domaine. Enfin, Mais elle est dans le domaine. Elle est dans le domaine. Il y a peut-être un module à côté du même domaine. Parce que je peux avoir plusieurs FDEF que je pourrais affecter à lui. Différents. Je veux dire? Parce que c'est un type extensect. Parce que quand je déclare mon bowling, je n'ai pas besoin de déclarer un type. Mais je peux créer de manière extensect le type de ma fonction. Et en les créant, je peux avoir même, pour la même fonction, une infinité de types différents. Et avec des prédicats différents. Ok? En fait, typiquement, si tu pourrais séparer, si tu voulais, le prédicat sur le return type de ceux sur les arguments. Je n'ai pas compris. Tu dis que tu peux donner plusieurs types différents de façon extrinsèque. Je pourrais classer par exemple les prédicats en morceaux. Plutôt que de tout le monde en frame, par exemple. Oui. Et faire de AND et tout, etc. D'ailleurs, on a le S, AND, OR et tout, etc. Je vais vous montrer la page du doc rapidement. Mais vous avez toute une composition de prédicats énorme. Ce que je vous invite fortement à utiliser de manière minimaliste comme je viens de faire là. Pourquoi? Parce qu'il utilise déjà la richesse énorme que Clojure a déjà pour créer des prédicats et composer des prédicats. Et ce serait dommage de se priver de ça. Parce que cette richesse que Clojure a déjà pour faire des prédicats, crée des prédicats qui sont réutilisables dans plein d'autres situations. Et du coup, autant garder. Je veux dire, vous pouvez dire je fais ma composition dans mon FDEF. Et de dire je fais mon S-AND, S-OR, etc. Et je prends le prédicat que je compose ensemble. Mais ces prédicats que vous composez ensemble, finalement, cette composition est un prédicat en soi. Il mérite d'exister. Vous le définissez comme on définit un cas tout à fait normal de Clojure qui a ses AND et OR normales de Clojure. Très lambda, très simple. Et vous appelez lui. Ici. Quand je viens de faire là, en fait, score c'est quoi? J'utilise directement le score. Ça veut dire, là où je vais nous servir de trucs spécifiques et uniques à spec, c'est pour faire du tube par exemple. C'est pour éviter de me taper à écrire ça.
Ça veut dire Aussi la partie, il y a des primitives qui taguent le résultat. Pardon? Il y a des primitives qui taguent le résultat, genre exactement. Ouais. Du coup, c'est plus qu'un prédicat en fait. C'est plus qu'un prédicat. C'est plus un prédicat à une spec plutôt que. Et c'est un truc, c'est plus qu'un prédicat, mais tous vos prédicats de base sont acceptés comme des specs. C'est ça là, ok. Si on veut être dans le détail, c'est vrai. Tout ce qui est créé par les specs ne sont pas que des prédicats, c'est beaucoup plus qu'un prédicat. C'est un validateur, c'est un truc, etc. Ça, c'est un monde. Sauf que tous vos prédicats, les specs les comprend. Et l'utilisent en beaucoup plus qu'un prédicat. À une déclaration près. Du coup, il n'y a aucune raison, vous, de créer beaucoup plus qu'un prédicat, alors que le prédicat fait l'affaire. Par contre, ça a une raison énorme d'utiliser ça. Et on va voir tout de suite. Alors, GenSample. C'est une fonction de task check. Hein. Je le passe à un générateur et il me donne. Vous pouvez arriver à lire en bas? Oui. Il m'en donne un ensemble de valeurs que ces générateurs prend. Ok? Right. On va créer un générateur. On va le créer avec. Ça vous dit? Ça c'est Discord. Ok? Donc là, le GenSample, et là, est juste pour nous donner des exemples, c'est juste pour pouvoir jouer avec. Mais c'est que le prédicat que je viens de créer là, il n'est pas différent de mon GenInt que j'avais déjà utilisé ici dans mon projet. Je peux le prendre directement comme ça et le foutre ici. Ok? J'ai gagné, juste d'avoir fait mon prédicat, je viens de gagner un générateur gratuit. Des valeurs qui respectent ce prédicat. Ah? C'est juste pour générer voilà, pour les exemples. Par exemple, j'aurais pu dire, si je veux être plus funky, soyons fous. Est-ce que tu as moyen d'imposer le seed pour que ce soit déterministe la génération? Oui. Oui, tu as une petite fonction de test check pour ça. Mon idée n'était pas de donner un tuto complet de test check hands-on, ni un tuto complet de spec hands-on, juste pour faire toucher à l'idée de l'idée. Mais effectivement, on a une force de frappe énorme à côté pour outiller tout ça, autre magnifique. Mais surtout, vous venez de gagner gratuitement ça. J'ai fait que créer mon typage X37. J'ai fait que créer une série de prédicats ici. Et spec m'a donné un outillage pour faire de la vérification formelle avec ces prédicats et un outillage pour faire le property based test. Tout ça, cadeau. Et là, je suis encore très hands-on, parce que spec est beaucoup plus level que ça en fait. Mon but n'était pas de donner, mon but était de vous donner une présentation de property based test. Et à la fin de cette présentation, vous saurez utiliser test check
Et à la fin de cette présentation, vous regardez pourquoi spec change beaucoup la vie pour TestCheck. Ok? Mais spec est utilisable par quelqu'un qui ne sait pas du tout utiliser TestCheck. C'est ça qui est énorme. Vous faites votre déclaration d'FDF et vous pouvez faire de la génération de cas de tests de trucs. Enfin, il y a un monde dans le spec vis-à-vis de tout qu'il peut générer pour vous. Des validateurs de données, de vérificateurs. Enfin, il y a une quantité énorme de petites fonctions. On va dans la doc de. Si on voit dans sa doc, hein, complètement. On vient direct de petits. Le fait que j'ai créé de pré-passe conditions, où j'ai créé des conditions pour ma fonction, des choses comme ça. Bon, le fait que je prends une fonction et que j'ai créé mon FTS de la fonction, où j'ai dit voilà, tes arguments, ton retour et ton invariant de la fonction de ça. Ben, derrière, on peut faire aussi avec des macros, etc. Derrière, le truc de dingue, c'est on va avoir des petites fonctions qu'on valide pour dire mon truc il respecte mes specs, ou ne respecte pas. La donnée que je viens de recevoir, elle respecte ou pas mes specs. Direct. On va avoir des trucs pour expliquer en détail pourquoi un truc ne respecte pas les specs. On va commencer à créer des générateurs gratos. Il te donne un monde entier de puissance et de trucs à faire. Donc, mon idée n'était pas d'entrer dans le détail énorme de spec ou de pas. Donc, je parle de spec, je peux toucher. Mais c'était surtout de vous intéresser au property-based test lui-même. L'idée entière est d'utiliser le test check dans votre vie. Le spec est super sympa. Il va vous apporter plein de trucs gratuits vis-à-vis de votre property-based test. Et va apporter plein de générateurs gratuits, va apporter plein de validateurs gratuits, plein de trucs gratuits. Mais, bon, il y a encore un alpha, c'est un 9.0 alpha 10. Hein. Spec, c'est pas tout de suite. C'est pas aujourd'hui que vous allez utiliser un point si vous faites du code je reprends. YOLO. Ça coûte sur la partie test. C'est ça, encore. C'est ça la partie. Ouais, bon, ok. Je peux comprendre. Par contre, test check, c'est juste magnifique. Test check, c'est juste ça, quoi. C'est juste. Je commence à faire des tests que. Pas toujours vite, quoi. Et avec spec, je peux créer ma petite spécification de mon type. Et plutôt qu'avoir des générateurs tout moisis comme ça, avoir des générateurs comme de la gueule, comme celui qui vient de créer des nouveaux là. Qui me disent, je génère tous les cas valides, parmi tous les cas valides de mon frame pour Bonne. Et ça, c'est vraiment pas mal. Faites. Bon. C'était tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Putain, j'ai réussi à avoir le temps le plus. Wow. Et excuse-moi, il y a un truc qui a perdu là dans le. Excuse-moi. J'étais pas habitué à voir de. Ouais, bon. Sorry.
Est-ce que vous avez trouvé des cas d'utilisation? La personne qui vous laisse en départ. Ouais. Ouais. On voulait en discuter. On peut faire un tour de table, on parle que de nos cas d'utilisation possibles. On peut finir par ça. Ok. Faire le closure spec. Est-ce qu'il y a assez pour votre soif? On voulait parler un peu plus. Ce que je voulais, c'est rattraper les dernières minutes là. Et vous faire un axe sur quelque chose ici. Et c'est à vous de voter sur quoi. Est-ce que la personne qui voulait faire le closure spec va sortir pour sa soif? La personne qui voulait non. Ça rétracte. Créer générateur, on l'a vu. On l'a vu. On l'a vu, j'ai même créé à partir d'un prédicat, faire de la génération de générateurs. Et ça, c'est pas anodin. C'est même puissant. Positionner par PGD dans la pyramide de test écosystème. Ok, ça c'est important. Le PBT, c'est les 4 remarques de base que je dis à chaque fois que je fais cette phrase. Du coup, je le sors, je vais déjà tout de suite les réponses. 1. Property Based Testing n'a pas une granularité spécifique. On peut l'utiliser au niveau unitaire, on peut l'utiliser au niveau d'intégration, on peut l'utiliser au niveau end-to-end, on peut l'utiliser à tout niveau d'une pyramide de test. Et on ne peut pas tout faire en Property Based Testing. C'est la seule arnaque de cette présentation entière. C'est qu'il y a une limite. Forcément, on va mélanger. Forcément, on ne va pas commencer par le test propriété, c'est pas un baby step de tout. On va commencer par les tests plus classiques qu'on va faire disparaître et émerger un Property Based Test avec. D'accord? Et on ne va pas tout réussir à mettre en Property Based Test. C'est pas possible. Quelle est la limite? Quelle est la limite? Quelle est la limite? Qu'est-ce qu'on peut pas et on ne doit pas, on ne devra jamais mettre en Property Based Test? C'est quand, pour décrire votre propriété, vous avez besoin d'écrire basiquement le mot de la réponse. D'accord? Si vous avez besoin de mettre votre code d'orgo dans le test, c'est que vous n'êtes plus du tout en train de créer un test. Vous êtes en train de créer 2 orgos qui ont copié que l'autre, c'est tester que les deux ont le même comportement, et encore heureux, ils ont le même comportement. Ne faites pas. Ne faites jamais ça. Et du coup, ça implique qu'il va y avoir des situations où il n'y a pas le choix. Où vous vous trouverez dans un coin, dans un corner, où c'est pas possible. Là, le bowling n'est pas le cas. On vient de montrer qu'on pourrait. On peut y spécifier sur les entrées et sorties complètement différentes de comment on l'implémente. On n'a même jamais regardé l'implémentation. D'accord? Dans cette presse tout entière. J'ai exécuté plein de fois en faisant des tests, etc. J'ai jamais montré le code. Et on s'en fout, finalement. C'est de la merde. Et le truc entier, c'est quoi? Si votre test contient du code du code censé être de prod, votre test n'est plus un test. Votre test, il doit aller dans le royaume du problème et pas dans le royaume de la solution. Votre solution peut parler du problème et parler de la solution. Mais votre test ne doit jamais parler de la solution elle-même. Il peut parler du problème lui-même, il doit décrire le problème lui-même. Sinon, c'est un test de merde. Il ne peut pas un test du tout. Et du coup, un Property Based Testing qui contient le logo de solution n'est pas un Property Based Test, c'est juste de la merde. Ne le faites pas. Et ça va être à la limite dur. Des fois, on ne peut pas. Des fois, on n'a pas le choix. Des fois, si on voulait faire un Property Based Test, il aurait fallu mettre basiquement l'implémentation ou un exercice d'implémentation de le test. Et là, on abandonne. On ne le fait pas. Et là, l'issue, c'est ce que j'appelle une propriété faible. C'est de se dire, ok, je ne peux pas représenter, peut-être que parce que là je parlais de cas nominaux, supposons que je ne puisse pas représenter dans mon test de propriété, tout le comportement de comment ça doit se passer avec les strikes, sans mettre basiquement le code du strike. Ok? C'est possible. Okay. Si c'est le cas, je retombe pour le strike, pour le cas nominal, je fais un test de propriété, et pour le strike, je fais un test d'exemple normal du classique. Et c'est tout, j'ai fait mon dé.
Et du coup, le property-based test, tout ce qu'il fait, c'est se marier à vos tests actuels et les ont améliorés vos tests actuels. Vous allez prendre une bonne quantité de tests et transformer dans un test de propriété, et ce sera cool. Mais pas tous vos tests. Et vous n'allez pas commencer toujours par vos tests de propriété, même si vous pouvez aller vers lui. Et peut-être que vous avez une propriété que le domaine, l'expert métier vous a donné directement et que vous pouvez créer directement au départ. Ben, cette propriété que vous pouvez créer directement au départ, elle va passer longtemps en rouge avant que vous arriviez à progresser dans votre groupe pour qu'elle soit respectée. Donc voilà, elle a une double boucle au mieux. Elle ne va pas être à elle tout seul tout. C'est un imagine le cas où j'arrive pas à représenter facilement dans une forme de propriété, par exemple la génération d'un strike, mais par contre j'arrive à représenter le score par exemple, ou tout un ensemble de choses qui sont quand même applicables à des entrées de type strike. Est-ce que je peux pas réutiliser Et c'est là où on rentre la propriété faible. La propriété faible, c'est quand tu arrives à faire un truc qui ne serait pas la totalité du test, mais qui est déjà quelque chose. Et ensuite, dans les tests spécifiques que je vais rédiger pour le cas du strike, est-ce que je ne peux pas réussir à utiliser les prédicats sur les sorties, par exemple, dans le cadre de mon test? Tu vas réutiliser quelques-uns, mais l'idée entière, c'est que tu vas finir avec des exemples qui ne sont pas dans tes prédicats. Sinon, c'est que tes prédicats sont trop riches et finissent pour refaire le code. Par exemple, je pourrais créer une mobilité très faible qui consiste à dire, quand j'ai fait un strike, à part quand j'ai fait des zéros juste de la suite après, j'ai un score qui est plus grand, qui est mon score dans le cas nominal. Je ne suis pas en train de mettre la solution de mon test. Ok? C'est une propriété. Elle est faible. Par contre, elle n'est pas assez pour que mon test soit faible. Il manquera. Il faudra que je fasse des tests avec des exemples. Mais ça, c'est une propriété faible que je peux mettre en place. Et les propriétés faibles ont une valeur. C'est juste pas sexy. C'est pas comme je remplace tout par une propriété et je suis content. Ok? Il y a une autre question que j'ai toujours quand je parle de ça, c'est ouais, mais c'est pas trop aléatoire ce truc. C'est pas mal. Ça allait être ma question sur l'intégration continue où j'ai mon Jenkins qui dit le build a fait. On fail parce qu'il Ça, y c'est a la une troisième question. C'est la troisième question. Et on arrive. je refais mon build, ah ça marche. On arrive. Il y a le côté de trop aléatoire tout court de est-ce que c'est fiable. En général, ce qu'on est en train de mettre comme aléatoire, c'est ce qu'on s'en fout. C'est qu'on ne le rend pas fixe. C'est qu'on se dit tout ça, a priori, tout ça doit toujours être, n'importe quelle valeur de ces choses-là, doit avoir ces comportements ici. Et du coup, c'est qu'on est en train de les mettre en quelque chose sur nos sûretés. On toujours depuis le départ. On est sûr d'un truc, et on le met à l'épreuve. Ok? Du coup, qu'est-ce qui arrive quand il y a ton Jenkins? Tout marche, je fais un release, et le Jenkins, il build, pendant le build de la release, il me dit c'est rouge. Mais la même chose qui arrivera si tu n'as pas un prospect-based test, et du coup il t'assure qu'il passe à vert. Et pendant qu'il est en train de builder, la QA qui arrive, il dit hey, je viens de trouver une erreur. Tu fais exactement ce que tu feras à ce moment-là. Soit tu dis c'est bloquant, j'arrête tout et tant pis. Soit tu dis bon. C'est l'un ou l'autre que se passe à ce moment-là. Il y a une dernière question que j'ai souvent, c'est bien beau tout ça, mais mes tests aujourd'hui sont legacy. C'est des tests de merde. Ces tests prennent ton ordre pour exécuter. Et là, je vois que ton test, tu les exécutes 100 fois, minimum. C'est bon. Alors, on a vu que c'est rapide quand même. Mais si c'est pour exécuter quelque chose qui existe déjà aujourd'hui, c'est long. N'est-ce pas? Et c'est là où j'aimerais vous dire que c'est déjà vous les configurer pour exécuter une fois, plutôt que ça. D'accord? C'est déjà mieux de ce que vous avez aujourd'hui. Une propriété qui est exécutée une seule fois à chaque fois qui fait une seule tentative à chaque fois qu'on l'exécute, c'est de la merde. Mais c'est déjà mieux que ce que vous avez aujourd'hui. Parce que ce que vous avez aujourd'hui est figé. Elle montre deux exécutions, elle va essayer quelque chose d'autre. L'intérêt des specs.
un système de type cool basé sur des prédicats. Et je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais S-Alt est mon ami, je l'adore profondément. Il ajoute de type million à Clojure, de type somme. Et c'est juste super cool. Faites, utilisez. Intérêt de spec. Avoir un système de type, c'est cool. Vraiment, ça apporte beaucoup de visibilité, ça te fait réfléchir de manière autre sur ton domaine lui-même. Et l'avoir de manière extrinsèque un Clojure, c'est sexy. Tu fais ton code tel que tu ferais avant, et après tu peux choisir de soit en amont, soit en aval, de faire ton raisonnement autour de type. C'est un choix. Quand tu vas sur Haskell, tu es obligé de faire ton type au départ, au moins un peu. Tu raffines ton type, mais tu as un peu le typage au départ. Avec un système de type extrinsèque, tu peux commencer complètement dans le pur lambda, non typé, etc., faisant de comportement, et après petit à petit typer. C'est un choix. Ou tu peux commencer un typant comme un malade, et après le faire. Et tu adaptes ton style complètement. C'est un aspect documentaire aussi. C'est un aspect documentaire énorme. Et Spec, je ne vais pas parler de ça parce que c'est pas Spec spécifiquement, mais Spec a beaucoup de trucs documentaires à côté pour génération de doc, tout ça, c'est vraiment marrant. C'est très documentaire. Ça permet une augmentation de qualité énorme. Ça permet un système, tous les apports d'un système de type en ayant le beurre et l'argent de beurre. Et ça te donne gratuit comme ça, cadeau, des générateurs pour faire du base testing. Il y a une chose que je ne maîtrise pas avec le jeu. On a vu tout à l'heure, on pouvait mettre la fonction avec des préconditions, post-conditions. Ouais. Ça fait un équivalent d'assert en validateur, c'est ça? C'est ça. Et on peut l'invalider quand on arrive. Ouais, tu peux désactiver, activer. On peut activer ça en dev test. C'est juste Ah, non, c'est juste vraiment dingue comme tout. Spec est vraiment, pour moi, une information vraiment majeure de Clojure en tant que langage. Arriver à réussir vraiment utiliser pour de vrai le PPT, c'est ce qu'il voulait savoir. Est-ce que vous avez une idée maintenant? Si vous ne faites pas de Clojure dans la vraie vie tous les jours dans mon boulot, cette presse pour le base test avec plus de détails, parce que j'ai fait une version de 3 heures à Devox, c'est filmé, où je parle avec des exemples en Java 6 pour montrer que même dans un langage très pourri, on peut faire du base test. Non, j'ai pas dit que Java était pourri. Java 6. Tu ne trouveras pas beaucoup de monde qui le défendent encore aujourd'hui. Moi j'ai une question. Enfin, moi j'avoue que j'ai une codebase en Clojure avec beaucoup de tests, Ouais. mais la plupart de ceux auxquels je pense, j'ai du mal à voir comment je les traduirais. Et c'est parce que j'ai l'impression, c'est beaucoup des tests d'intégration, c'est beaucoup des tests qui testent mon API externe en fait, et qui sont en gros, je fais un chemin d'utilisateur, on va dire, je simule un chemin d'utilisateur. Tu as deux approches complètement différentes là. Okay. Il y a une qui est beaucoup sur la validation et l'autre qui est beaucoup sur le comportement. En test unitaire, tu vas être beaucoup sur le comportement. Et faire des propriétés qui essayent de condenser ce qui aurait été 20 tests unitaires dans une propriété ou chose comme ça. D'accord? Et quand tu vas commencer à essayer de faire, tu vas voir que ça ingère. Ça fait beaucoup. Un test d'intégration, là on est beaucoup plus sur la validation. Tu vas utiliser là où le spec va être vraiment intéressant pour le coup. Ça, tu vas commencer à essayer d'écrire tes contrats et de dire ma communication avec l'extérieur, elle doit suivre ce contrat-là qui obéit ce prédicat-là. Et ça, c'est là où spec va être vraiment ta porte d'entrée pour faire le property-based testing avec tes communications d'intégration extérieure. Parce qu'une fois que tu auras ces bases-là, tu auras des générateurs que tu pourras utiliser de manière plus saine. Plutôt qu'essayer de te taper l'idée de comment je crée de manière implémentée mon générateur. En fait, vaut mieux faire, avec l'intégration, avec un contrat extérieur, vaut mieux faire spec et créer un truc comme ça, qu'essayer de te galérer à savoir comment diantre tu pourrais trouver un truc comme ça qui est mon mieux.
Je veux dire. Ouais, mais j'ai encore du mal à appliquer. J'ai l'impression que le principal contrat quand j'écris ces tests dans ma tête, c'est que j'ai pas envie que ça crache. Ah. Et, et en plus de ça, j'ai l'impression que je teste beaucoup de. J'écris beaucoup ces tests surtout pour avoir de la non-régression en fait. C'est-à-dire, je me dis juste. Si jamais genre je fais un appel à mon API, je regarde ce qui sort et en gros ma manière de coder ça c'est genre je le fais dans la REPL et je fais des copier-coller. En gros je regarde vite fait s'il n'y a pas de truc suspect et je le laisse. Et ma logique derrière ça c'est juste de me dire si jamais un jour le test renvoie un résultat différent, et ben il y a un truc de louche qui se passe, il y a quelque chose que j'ai pas anticipé. Et du coup j'ai du mal à le définir en termes de contrat et de. Tu es en train de définir quel est son comportement actuel. Et ça, ouais, donc là, dans la politique vraiment de comment faire des tests de groupe, c'est pas que le property-based test qui te manque aujourd'hui, c'est déjà de comment créer des tests non basés sur l'exemple, qui vont être beaucoup plus de représentation du comportement que de la non-régression. Là, le sujet est beaucoup plus profond. On peut faire une soirée entière que tout ça. Je ne peux pas te répondre vraiment en fin de soirée en corrigeant nos tirs. Si on continue sur la réponse des audios, data validation, ça c'était toi. D'ailleurs, ça rejoint. Ça les gens complètement son truc. J'ai sorti de l'API en fait. Je sais pas comment c'est un test, mais si c'est un égal par exemple, un exemple, plutôt que d'avoir un exemple, on a un spec qui définit ce que ça doit être. Ou alors en tout cas après, toi, quand tu traites, spécifier ce que tu dois avoir en input. Après, quand j'ai réfléchi, je me dis souvent ce que ça teste, c'est pas fondamentalement lié au domaine. C'est genre, j'ai mis des données là, je vérifie qu'elles sont encore là, tu vois. J'ai l'impression que je teste plus la plomberie que la logique. Bon, les amis, il est l'heure de finir. Et d'aller au bar. Et de discuter de tout le premier point de propriété que nous avons chez nous. C'était l'idée. Faire un petit tour. Et de discuter où est-ce qu'on peut trouver les propriétés chez nous aujourd'hui. Je vous invite de faire ça autour d'une bière en bas, plutôt qu'ici. Bon, ben merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Roland. Ça a été au total Très très bien. Ah ouais, Bravo. Je vais étendre. Je tapais 2 fois par heure.